Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, pensez à vous abonner. Vous pouvez aussi devenir membre sur YouTube, soutenir l'émission sur Patreon ou faire un petit don via le lien dans la description. Sans plus attendre, accueillons notre invité de ce soir, Kajay No. Kajay est journaliste, analyste politique, écrivain et enseignant, spécialiste de géopolitique. Kajay, ravi de te retrouver dans India and Global Left. Merci d'être à nous. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Kajay, je voulais qu'on parle en détail de l'Empire américain. À quelle phase en est-on aujourd'hui? Où est-ce que tout ça va? Et quel serait selon toi le point d'arrivée? Mais je me suis dit qu'un bon point de départ, ce serait de te poser une question sur la guerre des États-Unis contre l'Iran. On en a beaucoup parlé dans notre émission, avec différents invités, mais pas forcément sous l'angle de l'impérialisme américain, avec tous nos invités. On l'a fait un peu, par exemple, avec le professeur Prabhat Patnaik. On s'est aussi beaucoup concentré sur l'impérialisme américain, avec le professeur John Bellamy Foster. Mais je pense que cette question n'a pas encore été assez creusée. Alors, dans le contexte de l'empire, de l'impérialisme occidental, de l'impérialisme américain, comment décrirais-tu la guerre des États-Unis contre l'Iran? Je pense qu'il est important de revenir aux anciens documents sur la stratégie de sécurité nationale, ceux où l'on trouve ce qu'on appelle la formule 2+3. Cette formule, c'est que les deux puissances dites révisionnistes, autrement dit, les grands ennemis des États-Unis, sont la Chine et la Russie. Ce sont les menaces principales. Et les trois menaces secondaires sont l'Iran, la Corée du Nord et les acteurs non étatiques. Cette approche existe depuis presque 10 ans maintenant. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la guerre des États-Unis contre l'Iran fait en réalité partie d'un menu en 3 plats que Washington préparait. Le plat principal, c'était la Chine. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et bien sûr, la Russie devait être une sorte d'amuse-bouche rapide qu'on allait avaler sans difficulté, parce que, soi-disant, la Russie n'était qu'une station-service avec des prétentions. Les États-Unis pensaient pouvoir la balayer sans effort. Ensuite, ils pourraient affaiblir la Chine à la fois par l'Est et par l'Ouest, puis la détruire. Et enfin, pour couronner le tout, ils iraient en guerre contre l'Iran, juste pour une opération de nettoyage. Parce que, évidemment, l'Iran était considéré comme encore plus insignifiant que la Russie. Ce n'était même pas perçu comme une menace sérieuse. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. L'ordre des opérations a complètement changé, pour de nombreuses raisons. Et puis, vous savez, les différentes factions néoconservatrices n'étaient pas d'accord sur la séquence à suivre. Résultat, ils sont maintenant embourbés à la fois en Europe occidentale et en Asie de l'Ouest. Voilà la situation principale qu'on observe aujourd'hui. Mais ce que cela montre aussi, c'est que l'Empire américain est clairement dans une phase de déclin de sa puissance. Il est nettement affaibli. Et ces faiblesses viennent des contradictions internes, les contradictions internes du capitalisme lui-même, qui apparaissent de plus en plus au grand jour. En particulier, la désindustrialisation qui accompagne le capitalisme monopolistique à mesure que toute l'économie se financiarise. On peut imprimer de la monnaie, on peut créer des titres financiers, mais on ne peut pas imprimer des bombes ni des missiles. Et c'est là qu'on touche au cœur de la contradiction dans laquelle nous sommes entrés. L'Iran a mis en évidence ses faiblesses. Comme je l'ai déjà dit, il existe 6 asymétries fondamentales, mais elles tiennent surtout à une asymétrie de volonté. L'Iran a une volonté de combattre et de gagner bien plus forte. Il y a une asymétrie dans l'apprentissage. L'Iran apprend beaucoup plus vite, alors que les États-Unis continuent d'appliquer la même stratégie de combat
la même doctrine de guerre qu'en 1991, à savoir la doctrine Air-Sea Battle. Et ça ne fonctionne pas. Donc oui, il y a une asymétrie dans l'apprentissage. L'Iran progresse de façon exponentielle, tandis que la courbe d'apprentissage américaine est quasiment plate. Ils n'ont même rien tiré de la guerre en Ukraine, qui montre pourtant qu'il ne faut jamais concentrer ses forces, surtout pas à portée d'une grande puissance disposant d'armes à distance. Il y a donc une asymétrie dans l'apprentissage, mais aussi une asymétrie dans les coûts. Les États-Unis dépensent des sommes colossales pour des résultats qui, en réalité, diminuent de façon spectaculaire. Au début de la guerre, les États-Unis dépensaient des missiles à plusieurs millions de dollars pour détruire de simples leurres bon marché. En gros, c'était des sortes de châteaux gonflables déguisés en chars ou en matériel militaire. Mais au final, ils dépensaient des millions pour faire exploser littéralement des structures en plastique. Et plus tard, quand ils ont dû faire face à la riposte de l'Iran, celui-ci tirait des missiles à bas coût et les Américains devaient utiliser des intercepteurs valant plusieurs millions pour les arrêter. Là encore, cette asymétrie des coûts n'est tout simplement pas tenable. J'ai fait une comparaison. C'est un peu comme si vous essayiez d'arrêter une balle avec un billet d'$1. C'est possible, mais il vous faudrait environ 2000 billets empilés en bloc pour stopper une seule balle qui, elle, coûte à peine 38 cents. On peut faire ça, mais ce n'est pas durable. Et c'est justement ce qui s'est passé. Les intercepteurs américains coûtent une fortune et ils commencent à en manquer. Le stock est presque épuisé. Cette asymétrie de coûts est tout simplement stupéfiante pour les États-Unis. Un autre exemple, les Iraniens, d'après ce qu'on sait, abattent des avions à 100 ou 150 millions de dollars avec des systèmes portatifs à 100 000 dollars. Ce genre d'asymétrie économique ne peut pas durer. Et si on ajoute à ça la désindustrialisation, ou du moins l'affaiblissement industriel qu'on a connu, eh bien on ne peut pas gagner une guerre industrielle sans industrie pour la mener. C'est une asymétrie fondamentale qui vient d'être mise en lumière. Et puis il y a une autre asymétrie, celle de la géographie. C'est très simple. L'Iran contrôle le détroit d'Ormuz. Il le contrôle pour une raison toute simple, la géographie. Et cette géographie est largement à l'avantage de l'Iran. Vous avez les monts Zagros qui entourent le détroit d'Ormuz et le golfe Persique comme un immense amphithéâtre. Et l'Iran, lui, a les meilleures places. Autrement dit, il est dans les loges et sur les gradins, tandis que le golfe Persique lui-même et les États du Golfe où les États-Unis ont installé toutes leurs bases avancées sont en quelque sorte des cibles faciles. C'est une plaine alluviale, plate, un désert. Et l'Iran a cet avantage stratégique. Il occupe littéralement les hauteurs. Et ça, on ne peut rien y changer. Et à cela, il faut ajouter le fait que l'Iran a littéralement creusé les montagnes, un peu comme un nid d'abeilles, d'une manière presque fractale, avec de profonds bunkers souterrains. Ces stratégies, il les a apprises de la Corée du Nord, qui dès les années 50 avait perfectionné la guerre souterraine. Résultat, on se retrouve face à quelque chose d'une puissance stratégique incroyable. C'est une asymétrie qui lui donne un avantage tout à fait considérable. Et puis on peut aussi parler de l'asymétrie des tactiques. Comme je l'ai dit, les États-Unis ont adapté et appliqué la stratégie dite Air-Sea Battle, qui reprend en fait l'ancienne doctrine de guerre contre l'Union soviétique, appelée Air-Land Battle, elle-même inspirée de la doctrine militaire israélienne de la guerre du Kippour. En résumé, c'est une stratégie de décapitation et d'aveuglement rapide. Ce que l'Iran a montré, c'est que cette stratégie ne fonctionne pas. Parce qu'au moment même où ils ont été décapités, il y avait déjà beaucoup, vraiment beaucoup d'éléments incroyablement insensés dans tout ça. Mais dans une tradition fondée sur le martyr, la dernière chose à faire, c'est de créer un martyr.
Et pendant qu'on parle, il y a en ce moment même d'immenses célébrations et commémorations du martyre du guide suprême Khamenei. Des dirigeants venus du monde entier sont en Iran pour commémorer, célébrer, honorer son sacrifice. Et ce message ne se limite pas à l'Iran. Il traverse tout le monde chiite et aussi une partie du monde sunnite. Cela ne fait que confirmer, renforcer tous les clichés négatifs sur le grand Satan, la perfidie, la tromperie, les manœuvres sournoises des États-Unis. Et tout cela insuffle une énergie, une inspiration et une force considérable au mouvement qui leur résiste. Quand on a, vous savez, une tradition fondée sur le martyr, la dernière chose à faire, c'est justement de leur offrir le type de martyr sur lequel toute leur histoire et leur culture reposent. C'est un peu comme, mauvaise comparaison, mais comme lancer des épinards à Popeye, vous voyez? Il faut surtout pas faire ça. C'est vraiment une idée très très stupide. Et pourtant, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et bien sûr, cette idée de décapitation ne fonctionne pas ou ne fonctionnerait pas contre l'Iran, parce que l'Iran s'y était préparé. C'est ce qu'ils appellent en gros la stratégie du mosaïque, mais en réalité, c'est une stratégie d'étoile de mer. On ne peut pas décapiter une étoile de mer, parce qu'une étoile de mer n'a pas de tête. Si on la coupe, elle se régénère simplement en plusieurs étoiles de mer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous savez, 31 unités indépendantes ont riposté immédiatement aux attaques américaines. Et pendant qu'elles répliquaient, elles ont mis hors service le radar stratégique des États-Unis. En fait, c'est une version inversée de la stratégie dite Air-Sea Battle. Cette stratégie qu'on appelle aussi choc et effroi dans le langage courant, visait à aveugler et à décapiter l'Iran. Mais on ne peut pas aveugler ni décapiter une étoile de mer. Et en réalité, l'Iran a fait l'inverse. Il a aveuglé et sérieusement affaibli la présence avancée américaine, y compris à Doha, la 5e flotte et le quartier général du CENTCOM de l'armée. Tous ces quartiers généraux ont été attaqués, ainsi que la plupart des radars stratégiques. Et ça, vous voyez, ça aveugle l'attaquant. C'est un peu comme entrer dans un combat, se prendre un coup et se faire décoller la rétine. Après ça, on ne peut plus continuer à se battre. C'est pour ça qu'on a cette pause en ce moment. Il y a donc une asymétrie dans les stratégies. Et au fond, ce qui compte le plus, l'asymétrie la plus importante dont on a déjà parlé, c'est celle des systèmes économiques. Encore une fois, le capitalisme financiarisé n'a pas la force ni la puissance stratégique pour imposer sa volonté face aux puissances industrielles. Et en affaiblissant lui-même son contrôle sur le système financier, à force d'abuser des sanctions et de dérégler les systèmes de compensation et de transfert, il ne fait que se fragiliser. Ce manque de pensée dialectique, ce manque de compréhension des asymétries en jeu, le place dans une phase extrêmement affaiblie, une situation où, concrètement, il ne peut rien faire d'actif. Autrement dit, il ne peut pas envoyer de troupes au sol, parce que cela demanderait environ 3 millions de soldats qu'il n'a tout simplement pas. Ces bombardements sont inefficaces, comme on le voit avec le rythme des sorties aériennes. Ce rythme est environ 8 fois plus faible que celui d'il y a 30 ans, pendant la première guerre du Golfe. Ça en dit long. Même avec l'aide de l'intelligence artificielle pour le ciblage et la logistique, le rythme reste 8 fois inférieur. Et il ne peut pas non plus imposer un blocus, parce qu'on a vu que le blocus, lui aussi, ne fonctionne pas. En ce moment, on est un peu dans une sorte de pause, un temps mort. Si on veut faire une analogie avec un combat, c'est comme quand le match est interrompu parce que, disons, le soi-disant champion a pris un coup, le nez en sang, les yeux à moitié fermés, et qu'on se demande si le combat peut continuer. Et donc, à mon sens, c'est, d'une certaine manière, une défaite stratégique. L'Iran a clairement montré sa supériorité, mais en même temps, ça ne veut pas dire que tout est terminé.
On peut s'attendre à d'autres escalades, à de nouvelles tactiques dans la zone grise, à encore des rebondissements, des retournements de situation, avant que tout ça ne se stabilise vraiment. Et selon vous, quels seraient les théâtres d'opération si, disons, le soi-disant champion revenait et décidait de relancer des guerres? Est-ce que ce serait l'Iran ou Cuba, quelque part en Asie de l'Est, à l'Ouest, ou bien la guerre par procuration qui continue en Ukraine? Quels seraient, selon vous, les théâtres les plus actifs dans un avenir proche? Eh bien, vous savez, encore une fois, désolé d'être banal, mais je n'ai pas de boule de cristal. Mais je dirais tout ça à la fois. Tout ça plus une guerre de la zone grise, une guerre sale, une guerre hybride, un peu partout sur la planète, mais surtout dans les pays qui sont alignés avec la Chine ou qui la soutiennent, ou encore là où la Chine s'aligne et soutient l'axe de la résistance. Je pense que c'est presque une évidence. Si on regarde ce que les élites dirigeantes se disent entre elles, on voit bien que c'est un peu le syndrome du joueur. Après avoir tant perdu aussi profondément, elles vont tenter un dernier grand pari. Elles vont miser la maison entière. Elles vont miser, vous savez, leurs voitures, leurs maisons et même leurs enfants. Et je pense que c'est exactement ce à quoi elles se préparent. Alors, si vous regardez quelque chose comme le CS6, le Centre d'études stratégiques et internationales, c'est disons l'un des think tanks les plus bellicistes. En gros, ils disent qu'il faut aller encore plus loin dans l'escalade, qu'il faut se préparer à une guerre sur deux fronts et passer à une économie de guerre industrielle. Pas de détour. En clair, ils affirment que nous sommes déjà en guerre et qu'il faut se préparer à affronter à la fois la Russie et la Chine. Si vous regardez la résolution du Sénat américain numéro 444, adoptée tout récemment, elle accuse le président chinois Xi Jinping de violences systémiques, de tromperies, d'incitation à la guerre et de crimes contre l'humanité, d'une ampleur rarement vue dans l'histoire. Et puis, ils en viennent à inventer tout un tas d'accusations absurdes, comme celle de vendre de l'ail américain, qui soi-disant serait fabriqué avec des déchets humains. Pour eux, c'est presque un crime contre l'humanité. En réalité, ils recyclent simplement tous ces vieux clichés de propagande. Et quand on commence à sortir ce genre de législation, c'est très souvent le signe avant-coureur d'un coup d'État, d'un changement de régime ou d'efforts en ce sens, voire d'une guerre. C'est exactement le type de langage qu'on utilise quand on veut une diabolisation totale, en préparation d'une guerre ou d'une guerre hybride. Donc, encore une fois, la tension ne retombe pas autour de la Chine. Comme je l'ai déjà dit, la Chine, c'est le plat principal. Et au fond, la somme totale de l'entropie hostile dans le système reste la même. Elle se déplace simplement d'un endroit à un autre. On voit bien que l'escalade se produit surtout, bien sûr, dans le contexte de la guerre en Ukraine. Il y a aussi des menaces persistantes dans l'hémisphère occidental, notamment contre Cuba. Mais si on regarde du côté de l'Asie de l'Est, on constate une escalade constante et une préparation à la guerre. Par exemple, en Corée et au Japon, les États-Unis mènent en ce moment des exercices d'island hopping avec les forces d'autodéfense japonaises autour d'Okinawa. C'est clairement une répétition directe et explicite d'une guerre contre la Chine. En fait, ils utilisent l'armée japonaise, qui possède l'une des marines hauturières les plus puissantes au monde, comme force supplétive, en les entraînant comme des intermédiaires pour une guerre contre la Chine. Techniquement, le Japon est censé avoir une constitution pacifiste. Mais ça, c'est quelque chose qui a été grignoté petit à petit au fil des années, jusqu'à devenir presque vide de sens. Aujourd'hui, c'est pratiquement acté. C'est fini.
Sanae Takaichi, il y a quelques mois, a déclaré que si quelque chose se passait à Taïwan, ce serait une catastrophe, une situation menaçant la sécurité du Japon. L'expression « situation menaçant la sécurité » est à la fois un signal codé et un terme technique dans la politique japonaise. En clair, ça veut dire « nous allons faire la guerre ». Le Japon a toujours utilisé cette expression « situation menaçant la sécurité » quand il est entré en guerre par le passé, à plusieurs reprises d'ailleurs, y compris à Pearl Harbor, en 1931 contre la Chine, puis en 1937, et ainsi de suite. Ils utilisent toujours ce terme, situation menaçant la sécurité. Ils l'ont déclaré à propos de la Chine. Autrement dit, ils ont ouvertement affirmé qu'ils participeraient, qu'ils iraient à la guerre quand les États-Unis déclencheraient un conflit contre la Chine, en utilisant Taïwan comme intermédiaire, comme une sorte de pointe de lance, un peu à la manière de l'Ukraine. C'est très clair. Maintenant, l'autre point à comprendre, et je pense que c'est éclairant pour saisir la nature de l'Empire, c'est que le Japon, lui, a été vaincu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été transformé en une sorte de paracolonie américaine, une base avancée, ce qu'ils appelaient eux-mêmes un porte-avions insubmersible. Mais il restait quand même largement maintenu dans la zone de pénalité. Le pays avait une constitution pacifiste, imposée par les États-Unis, parce qu'il avait été le criminel de guerre en Asie. Il a commis des atrocités d'une ampleur tout simplement impensable. Donc il a été mis à l'écart, désarmé. Maintenant, quand les empires commencent à se désagréger, il y a un phénomène qu'on observe souvent. On le sait par l'histoire, par exemple, quand l'Empire ottoman s'effondrait. Il libérait ses prisonniers, les armait, les utilisait comme troupes de choc. Et le Japon, aujourd'hui, ressemble un peu à ce modèle-là. Vous prenez le criminel de guerre, vous le sortez de la boîte des pénalités et vous le laissez se réarmer parce que vous savez que vous allez l'utiliser comme troupe de choc contre la Chine. C'est exactement ce qui est en train de se préparer avec le Japon. Et puis les États-Unis se préparent aussi pour le RIMPAC, l'un des plus grands exercices navals au monde, avec la participation des Philippines, du Japon, de la Corée, de l'OTAN et d'une douzaine d'autres pays. C'est l'un des plus grands exercices navals au monde, conçu explicitement pour répéter une guerre contre la Chine. Et puis en particulier, un autre petit élément, peut-être un peu plus technique, c'est que la Corée du Sud a l'impression que les États-Unis se préparent à déstabiliser le gouvernement sud-coréen actuel. Ce gouvernement est progressiste et il cherche à maintenir un équilibre vis-à-vis des États-Unis en entretenant de bonnes relations avec la Chine. Donc on a le sentiment qu'il fait face à une menace, peut-être à une perturbation majeure, voire à une tentative sérieuse de changement de régime. On le voit à travers la nomination de la nouvelle ambassadrice des États-Unis en Corée du Sud, Michelle Steele. C'est un profil qu'on reconnaît bien, celui d'une ambassadrice de changement de régime. Même avant sa nomination, elle avait affirmé que Lee Jae-myung, l'actuel président, avait été élu de manière frauduleuse comme un pantin de la Chine communiste. Et donc, vous voyez, tout est déjà en train de se mettre en place. Encore une fois, la Corée est importante parce que les 3 600 000 soldats sud-coréens passent sous le contrôle opérationnel des États-Unis dès que ceux-ci décident qu'ils les veulent et qu'ils en ont besoin. En gros, c'est la plus grande réserve militaire du monde, une sorte de chair à canon que les États-Unis peuvent utiliser comme bon leur semble. Et ça crée un risque moral énorme en matière de violence et d'escalade vers une guerre dans le Pacifique. Voilà, ce sont quelques-uns des éléments qui se passent en ce moment. On peut voir que sur le plan intérieur aussi, les États-Unis se préparent à la fois avec ces projets de loi qui diabolisent la Chine et aussi avec le NDAA, le National Defense Authorization Act, qui alloue les fonds nécessaires.
National Defense Authorization Act, which appropriates the money. They have also designated Ils ont aussi lancé ce qu'ils appellent l'initiative de sécurité de la première chaîne d'îles. Et ils ont autorisé, je cite, 1500 milliards de dollars d'aide. Oui, 1500 milliards, ce qui représente en réalité près de 5000 milliards en équipements militarisés et en escalade. Ils ont mis en place, ou sont en train de mettre en place, un stock stratégique de guerre pour Taïwan, parce qu'ils sont conscients du problème des munitions, mais ils veulent que ce stock soit réservé à Taïwan. Ils ont aussi déclaré qu'ils interdisaient explicitement toute réduction de la présence militaire américaine dans la péninsule coréenne ou tout changement dans le contrôle opérationnel en temps de guerre, ce que Lee Jae-myung essaye justement de récupérer. Il essaie de reprendre le contrôle des troupes sud-coréennes. Et la loi américaine sur la défense, la NDAA, interdit explicitement tout changement de contrôle opérationnel tant qu'il n'a pas été certifié que cette décision sert l'intérêt national. Ensuite, il y a le soutien au Japon, la relance du partenariat AUKUS, le renforcement de la présence américaine en Australie et aux Philippines, la mise en place d'un cadre régional de soutien pour l'Indo-Pacifique, et ainsi de suite. Bref, toutes sortes d'escalades sont en cours, et elles ne reposent pas seulement sur des mots ou de la rhétorique, mais aussi sur des financements bien réels. Tout cela pour dire qu'il ne faut pas croire une seule seconde que l'Empire va se retirer en silence. Il va le faire en se débattant, en criant, et tout indique qu'une escalade massive est en train de se produire dans tout le Pacifique. Au Moyen-Orient, la guerre a soulevé beaucoup de questions internes sur la viabilité des pactes de sécurité que les États du Golfe ont signés avec les États-Unis, principalement parce que ces accords sont désormais devenus la cible privilégiée de l'Iran. Accueillir des bases américaines, ce qui pendant plusieurs décennies semblait leur garantir sécurité et stabilité, provoque aujourd'hui davantage d'instabilité. Il y a aussi d'autres raisons, économiques, par exemple, qui poussent l'Arabie saoudite à se tourner vers l'Est, comme elle le souhaite. Avec l'augmentation de ses déficits budgétaires et la pression sur ses finances, le pays cherche à se diversifier et à sortir d'une économie fondée sur les énergies fossiles. Son marché des capitaux n'a pas bien résisté, justement à cause de sa dépendance excessive à Aramco. Elle cherche des investissements chinois, entre autres, dans le cadre d'une diversification technologique. Tout cela montre à quel point cette guerre est importante, parce qu'elle soulève des questions sur la viabilité de l'Empire américain dans la région, en Asie de l'Ouest. Je me demande comment vous analysez la situation en Asie de l'Est, comme un parallèle ou une leçon à tirer de ce qui s'est passé en Asie de l'Ouest. Voyez-vous des questions similaires se poser avec Lee Jae-myung en Corée du Sud ou avec certains dirigeants du Kuomintang qui pensent qu'une coexistence pacifique est possible, même sans réunification? Certains, bien sûr, croient encore à la réunification. Mais admettons, pour les besoins de la discussion, et je peux me tromper, que même s'ils souhaitent la réunification, leur position reste avant tout identitaire. Ils ne veulent toujours pas, au moins pour l'instant, d'une confrontation avec la République populaire. Avec ces évolutions, est-ce que vous voyez une forme de résistance face à cette stratégie d'escalade de l'Empire américain que vous venez de décrire? Ou bien pensez-vous que c'est plutôt, comme dans le cas du Japon que vous évoquiez, un mouvement vers l'abandon du pacifisme né après la Seconde Guerre mondiale, pour finalement adopter sans résistance la ligne de l'Empire américain? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de nuances là-dedans. Le premier point est vraiment très important et il a été bien formulé.
Ce que les États du Golfe avaient mis en place, ce qu'ils considéraient comme une sorte de pacte de sécurité, un parapluie sécuritaire, a en réalité fait d'eux des cibles. Ils l'ont compris, et on voit donc des changements dans certaines de leurs politiques. C'est encore le début, il faudra voir comment tout ça évolue. Mais vous savez, être frappé, c'est une expérience qui secoue profondément. Quand Doha, quand le Qatar, Bahreïn, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ont été touchés, ça a été en quelque sorte un choc traumatique qui les a réveillés de leur sommeil idéologique et dogmatique, celui où ils poursuivaient leur pacte avec le grand Satan impérialiste. Donc c'est plutôt positif de voir qu'il y a un petit changement dans cette direction. It's good to see that there is a little bit of shift in that, although even there you can see different factions. Même là, on voit bien que différentes factions et différentes tendances se forment entre les États du Golfe. Donc ce n'est pas une situation simple ou tranchée. Et c'est pareil en Asie de l'Est. Clairement, la Corée du Sud, sous Lee Jae-myung, cherche à maintenir un équilibre avec la Chine. Elle ne veut surtout pas se retrouver entraînée dans une guerre contre la Chine au nom des États-Unis. Mais, comme je l'ai déjà dit, les États-Unis disposent d'un levier et d'un pouvoir énorme, tout simplement parce qu'ils contrôlent la principale force en Corée, son armée. La Corée du Sud est un cas unique dans le monde, car son armée, pourtant puissante, est contrôlée par un autre pays. C'est sans précédent. Et cela montre qu'en fin de compte, la Corée du Sud n'a pas de véritable souveraineté, même si elle possède une souveraineté politique formelle avec son système présidentiel, et ainsi de suite. Les États-Unis n'aiment pas Lee Jae-myung. Je pense qu'un poignard est en train d'être préparé contre lui et qu'il y aura des manœuvres pour le déstabiliser. On peut déjà voir ça se mettre en place. Encore une fois, le KMT est un cas intéressant parce qu'il faut se rappeler que Taïwan n'est pas dirigé par le KMT, mais par le DPP. Et le DPP en tant que parti au pouvoir est en réalité une extension ou un organe des néoconservateurs de Washington. Comment le sait-on? Eh bien, ils sont ouvertement liés au NED. Ils le louent littéralement et s'allient avec lui. Et la vice-présidente de la province de Taïwan, Lai Xiao, à mon avis, c'est elle la véritable éminence grise dans l'ombre. Ce n'est pas William Lai, c'est Lai Xiao dont on n'entend jamais parler. C'est une Américaine. Elle a grandi dans la banlieue du New Jersey. C'est une fille du Jersey, comme on dit. Et elle a longtemps été la chouchoute des néoconservateurs de Washington. C'est aussi la personne qui a un lien direct avec l'élite dirigeante de Washington. En gros, ce sont ces gens-là qui décident de la politique. Ça n'a rien à voir avec ce que veulent les habitants de l'île de Taïwan. Aucun d'eux ne veut que la durée du service militaire soit multipliée par 4, comme l'a fait le DPP. Aucun ne veut aller vers une guerre contre la Chine. Aucun ne veut rompre les liens économiques et aggraver les tensions. Rien de tout ça n'est dans leur intérêt. Il y a donc une vraie différence entre ce que veut le peuple, ce qui est dans son intérêt, et ce que veut cette classe de collaborateurs mise au pouvoir à cause de son alignement sur Washington. Donc encore une fois, c'est pas simple ni tranché. Et là encore, on retrouve des situations similaires aux Philippines. Les Philippines, très clairement, c'est un État comprador, un État fantoche, qui fonctionne comme un proxy des États-Unis, une colonie de puissance américaine et une plateforme de projection de force. Et puis, il y a d'autres pays qui, disons, restent sur la clôture, mais on voit bien qu'ils peuvent très facilement changer de camp selon le vent. Pour l'instant, ils semblent encore avoir choisi de s'aligner sur les États-Unis. Donc toute la première chaîne d'îles, en partant des Kuriles, en passant par l'archipel japonais, puis certaines îles coréennes, en descendant vers les îles d'Okinawa, ensuite la province de Taïwan, et jusqu'aux Philippines, à l'Indonésie, Bornéo, la Malaisie, Singapour, et ainsi de suite. Toute cette zone a en réalité été militarisée par les États-Unis comme plateforme de projection de force.
La stratégie américaine, c'est de bouger vite et de frapper, de se disperser et de se déployer pour pouvoir submerger la Chine avec une salve d'armes à distance, capable de se déplacer très rapidement. Les armes de la fameuse troisième compensation, les drones, et ainsi de suite. C'est ça le plan. Et on voit bien que la majorité des dirigeants de beaucoup de ces paracolonies, disons collabos, restent encore largement dans le camp américain. Les choses bougent, bien sûr. Et, comme vous le soulignez dans le cas de la province de Taïwan, il y a différentes factions. Mais il faut quand même voir tout ça comme un terrain encore très disputé, pas du tout comme une transition facile vers une position anti-impériale. Certains diront que les vulnérabilités que l'Iran a révélées, les failles du dispositif militaire américain que l'Iran a mis en lumière, sont frappantes. L'Iran, en termes de PIB, se classe, je crois, autour de la 24e ou 25e place mondiale. Bien sûr, cela ne tient pas compte de la préparation militaire que le pays a entreprise depuis la Révolution, et surtout après l'invasion et l'occupation de l'Afghanistan et de l'Irak. Mais malgré tout, ce n'est pas une grande puissance au sens traditionnel quand on parle d'évaluer la puissance mondiale. Et pourtant, ils lui ont infligé un sérieux revers. Et certains diraient que cela, ajouté à la défaite subie pendant la guerre des tarifs avec la Chine, plaide fortement en faveur de l'idée, chez l'élite dirigeante américaine, comme chez la classe comprador en Asie de l'Est, qu'au moins une guerre ouverte avec la Chine, celle qu'ils préparent depuis si longtemps, comme vous l'avez expliqué, n'est plus envisageable. Il me semble que, selon vous, rien n'a vraiment changé. Corrigez-moi si je me trompe, mais vous semblez penser qu'aucune leçon n'a été tirée, ni par la classe comprador, ni par les élites américaines, que ce soit dans leur stratégie ou dans leur stratégie impériale. Parce qu'on pourrait dire que si vous n'avez pas pu vaincre militairement l'Iran, ce serait complètement insensé d'imaginer une guerre ouverte avec la Chine, la première puissance industrielle, ou avec n'importe quelle autre puissance d'ailleurs. Qu'en pensez-vous? Oui. Alors, il y a différentes opinions là-dessus. Je veux dire, si certaines personnes étaient un peu plus connectées à la réalité, elles verraient tout de suite l'importance de négocier de bonne foi avec l'Iran et de trouver un modus vivendi. Et elles verraient aussi à quel point il serait complètement insensé de tenter une guerre contre la Chine. Maintenant, la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la classe dirigeante est capable d'affronter la réalité? C'est-à-dire la réalité d'un pouvoir affaibli, la réalité qu'elle ne contrôle pas la planète ni tous ceux qui y vivent, et le fait qu'il y a en fait des limites à ce qu'elle peut faire par la force militaire. C'est une question ouverte, mais moi je ne le vois pas. Et en partie, ça vient de l'ignorance du pouvoir. Quand on détient le pouvoir et qu'on en est complètement ivre, ça empêche de voir la réalité clairement. Au fond, si on pense que les États-Unis ont un problème d'addiction, cette addiction, c'est celle du pouvoir. Et ils n'y ont jamais renoncé. Ils n'y renonceront pas. Alors ils essaieront de s'y accrocher coûte que coûte, par la ruse ou par la violence, par ce moyen possible. Mais cette obsession leur permet de comprendre et de voir la réalité telle qu'elle est. Comme je l'ai déjà dit, quand les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Iran, ils se battaient en réalité aussi contre la réalité elle-même. Et c'est toujours le cas parce qu'il y a encore de larges pans de la classe dirigeante américaine et leurs fidèles endoctrinés qui croient que les États-Unis en sont sortis gagnants. Ils pensent toujours qu'ils ont remporté la victoire. Bien sûr, il y a quelques exceptions notables. Par exemple, Robert Kagan a reconnu que les États-Unis avaient subi une défaite stratégique. Mais remarquez bien, aucun d'entre eux n'en tire la conclusion logique suivante.
à savoir qu'il serait complètement insensé de faire la guerre à la Chine. Aucun ne le dit. Aucun ne veut aller jusque-là. None of them say that. None of them want to go that far. They still want war with China. Ils veulent toujours la guerre avec la Chine. Donc au fond, je pense que les leçons qu'on aurait dû tirer ne sont pas tirées. Est-ce que nos dirigeants apprennent quelque chose? Non, je ne crois pas qu'ils apprennent. Si on lit encore une fois ce que disent les élites, si on lit Foreign Affairs, le Council on Foreign Relations, le CSIS, si on regarde les grands think tanks, c'est pas du tout comme ça qu'ils réfléchissent. Eux, ils se demandent comment continuer la guerre. Comment, soi-disant, tirer les leçons de l'Iran et montrer à la Chine qu'elle est en position de faiblesse à cause des exploits incroyables que les États-Unis auraient accomplis en Iran. Ils parlent littéralement comme ça, dans leur cercle d'élite. Et bien sûr, au bout du compte, la grande puissance des États-Unis, leur vrai pouvoir, c'est d'abord leur capacité de propagande, c'est-à-dire, pardonnez-moi l'expression, de manipuler tout le monde. Mais aussi le fait qu'ils finissent par croire à leur propre propagande, et donc à s'illusionner eux-mêmes. C'est à la fois la grande force des États-Unis et leur plus grande faiblesse. Ils diffusent cette propagande, mais ils y croient aussi eux-mêmes, comme s'ils s'enivraient de leur propre discours. À mon avis, la situation est très incertaine. On pourrait espérer qu'ils commencent à affronter la réalité et à envisager de mettre fin à leur empire. Mais est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? Pas vraiment. Ce qu'on voit, c'est une escalade continue, un ton de plus en plus agressif et des préparatifs logistiques qui vont dans le même sens. Et comme on le sait, que ce soit avec l'Iran ou avec la Chine, ces guerres se préparent depuis longtemps. Les États-Unis veulent en réalité reprendre la guerre avec l'Iran depuis 1979. Et avec la Chine, ils en ont envie depuis 1949. D'ailleurs, entre 1949 et 1979, pendant environ 3 décennies, les États-Unis étaient déjà en guerre avec la Chine. Bien sûr, il y a eu la guerre directe pendant la guerre de Corée, puis la guerre par procuration pendant la guerre du Vietnam. Il y a aussi eu une guerre sale le long de la frontière du Myanmar contre le Yunnan qui a duré environ 20 ans jusqu'aux années 70. Depuis le Myanmar, ils menaient la guerre contre la Chine sur cette frontière. Et toute cette zone est devenue non seulement un espace de guerre sale, militarisé, mais aussi le centre du trafic de drogue, ce qu'on appelle le triangle d'or, parce qu'ils utilisaient la drogue pour financer leur guerre sale, contrôlée depuis l'île de Taïwan par la Ligue mondiale anticommuniste, entre autres. Donc, 30 ans de guerre continue, guerre ouverte et guerre sale. Et ensuite, de 1979 à 2009, on est entré dans une sorte de période d'attentisme stratégique. Ce n'était pas une guerre ouverte, mais il y avait bien une tentative d'absorber la Chine, de l'attirer dans la grande plantation capitaliste mondiale, où elle deviendrait simplement un ouvrier de plus. C'était ça, l'idée. Et tout cela devait se produire parce qu'on pensait que la Chine finirait par s'effondrer sous ses propres contradictions. En fait, cette politique d'engagement avec la Chine reposait sur une logique d'effondrement et de changement de régime. Ils croyaient que la Chine finirait soit par s'écrouler, soit par être intégrée dans le système capitaliste occidental mondial. C'est un peu comme quand une entreprise voit un concurrent, elle essaie soit de le détruire, soit de le racheter. À ce moment-là, c'était exactement ce processus d'engagement, une tentative de la corrompre, de la racheter. Et bien sûr, la Chine n'a rien laissé de tout ça se produire. Elle a résisté. Et puis à partir de 2009 jusqu'à aujourd'hui, on est de nouveau dans une logique de guerre. Pourquoi 2009? Parce que c'est à ce moment-là que les États-Unis ont décidé que la Chine ne s'effondrerait pas d'elle-même et qu'il fallait donc élaborer des plans explicites de guerre.
C'est là qu'a été rédigée la doctrine de guerre contre la Chine, appelée Air-Sea Battle. Air-Sea Battle vient de Air-Land Battle, une doctrine militaire israélienne. Décapitation, aveuglement, blitzkrieg et ainsi de suite. Ce document a été rédigé en 2009. Il a été révisé 11 fois depuis et toute la trajectoire de la militarisation américaine du Pacifique suit ce plan et cette doctrine. Et puis, quelques années plus tard, ils ont lancé ce qu'on pourrait appeler une déclaration politique de guerre, le fameux pivot vers l'Asie. Et ça s'est accompagné d'un plan explicite, d'une véritable doctrine de guerre économique. Donc cette guerre avait plusieurs volets. Il y avait l'encerclement militaire, le pivot vers l'Asie, il y avait la doctrine de guerre appelée Air-Sea Battle, et puis il y avait le plan de guerre économique, qu'on a appelé le partenariat transpacifique. L'idée c'était d'exclure la Chine du système commercial mondial et en gros de l'étouffer en la privant de commerce et d'oxygène. Et tout ça a été remis en cause par Trump en 2016 parce qu'il pensait pouvoir remplacer ce dispositif par une guerre tarifaire. Au lieu de faire ce genre de mise à l'écart progressive et d'interdiction ciblée contre la Chine, lui, il voulait y aller de front, avec une vraie guerre commerciale. Et cette guerre commerciale s'est déroulée en 2 phases. La première, c'était de forcer la Chine à acheter davantage. Et la deuxième phase, que la plupart des gens oublient, la deuxième exigence de la guerre commerciale de Trump, lancée en 2016 pendant sa première administration, c'était de forcer la Chine à changer de système. La demande était explicite. La Chine devait changer de système, autrement dit devenir capitaliste. Donc l'ironie, c'est que d'un côté, il disait que la Chine n'était pas équitable parce qu'elle utilisait par exemple des entreprises publiques et la planification industrielle pour développer son économie. Et de l'autre côté, leur doctrine a toujours été que tout ce que fait la Chine est inférieur et qu'elle finirait par s'effondrer d'elle-même. Il y avait donc de profondes contradictions dans leur façon de penser. Mais le TPP a été transformé en guerre commerciale. La première phase a échoué et la deuxième, ils n'ont jamais réussi à la mettre en œuvre. Ensuite, Biden l'a remplacé par la stratégie économique Indo-Pacifique, qui en réalité prolongeait la guerre commerciale de Trump, surtout dans le domaine de la technologie et plus précisément des semi-conducteurs. Il pensait pouvoir étouffer complètement le développement économique de la Chine en détruisant son industrie des puces, la forçant ainsi à stagner jusqu'à l'effondrement de son économie, faute de progrès technologiques. Mais cette idée s'est révélée totalement absurde, car la Chine forme entre 7 et 10 fois plus de scientifiques et d'ingénieurs. Et là, on avait, vous voyez, des juristes qui, franchement, ne sauraient pas faire la différence entre une jonction PNP et une jonction PN, en train d'essayer de concevoir une stratégie sur les puces face à la Chine, qui, elle, était déjà une réussite technologique et une puissance dans les semi-conducteurs. Donc évidemment, ça n'a pas marché. Et ensuite, on a vu, pendant le deuxième mandat de Trump, un retour à la guerre des tarifs douaniers, une guerre tarifaire. C'est en fait une manière de dire on abandonne l'idée d'une économie mondialisée fondée sur le consensus de Washington. En gros, on revient à une forme de néo-mercantilisme. Ils ont essayé ça, sauf qu'ils n'avaient pas compris que ça ne pouvait pas fonctionner parce qu'ils avaient complètement mal saisi le mécanisme des droits de douane. C'est une absurdité totale. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que ce seraient les États-Unis eux-mêmes qui paieraient ces droits de douane s'ils en imposaient à la Chine. Et ensuite que la Chine n'est pas si dépendante du commerce avec les États-Unis. En réalité, c'est une part très faible du PIB total chinois. Et la Chine s'est rapidement diversifiée. Elle a très vite développé ses échanges avec d'autres pays. Donc tout cela a complètement échoué. Mais ce que ça montre, c'est l'hostilité constante, cette espèce de transformation permanente des formes de guerre économique,
qui font partie d'un ensemble plus large de guerres hybrides, incluant l'escalade vers la guerre dite cinétique, ou la préparation explicite à une guerre de ce type. Je pense qu'il faut aussi se rappeler pourquoi 2008 ou 2009 a été un tournant. Avant cela, comme je l'ai dit, de 1979 à 2009, les États-Unis pensaient que la Chine finirait soit par s'effondrer, soit par être absorbée dans le système capitaliste impérial américain, un peu comme l'Union soviétique s'était effondrée. C'est ce qu'ils croyaient. Mais ce qui s'est passé, comme on le sait, en 2008, c'est que le système financier occidental s'est effondré et la Chine est restée la seule grande puissance économique debout. C'est à ce moment-là que les États-Unis ont compris que la Chine ne s'effondrerait pas à cause de ses soi-disant contradictions internes. En fait, c'est nous qui venions de nous effondrer. Et donc, la Chine devait être poussée rapidement vers une escalier. Autrement dit, il fait envisager la guerre cinétique. C'est à ce moment-là que toutes ces préparations pour une guerre dite cinétique ont commencé. Et c'est aussi à ce moment-là que la déclaration formelle de guerre, entre guillemets, le fameux pivot vers l'Asie, a commencé à se mettre en place. Tout ça montre bien qu'au fond, l'hostilité n'a jamais cessé. En réalité, c'est parce qu'un système capitaliste ne peut tout simplement pas tolérer, un autre système qui remet en cause sa domination totale, que ce soit sur le plan économique, politique ou idéologique. Il ne peut pas permettre qu'un contre-exemple existe de manière indépendante. Encore une fois, le meilleur exemple, c'est la Corée du Nord, mais on pourra en reparler plus tard si nécessaire. Je voulais aussi revenir sur ce regain d'hostilité autour de 2008. Je pense même qu'un peu avant, à partir de 2004, la Russie commençait déjà à se reconstruire. Et ça, c'est lié à la désillusion vis-à-vis du projet d'effondrement lui-même. Ce n'est pas que la Chine ne se soit pas effondrée, mais même quand l'Union soviétique s'est écroulée et qu'il a semblé pendant un temps que, avec toute cette sorte de prise de contrôle parasitaire du secteur d'État en Union soviétique, et avec toutes les difficultés économiques en Russie et ailleurs, une fois qu'ils ont commencé à se reconstruire, une fois qu'ils ont commencé à affirmer leur autonomie, les élites dirigeantes américaines ont eu le sentiment qu'il fallait redoubler d'efforts. Parce que vous voyez, il ne s'agissait plus seulement de la Chine. Il y a aussi la Russie, et on voit le début des révolutions de couleur en Ukraine à partir de 2004, 2009, puis 2014. Donc c'était bien plus large que la seule Chine. Je voulais terminer en parlant un peu de la question de la politique américaine, mais la question plus générale que j'ai en tête, c'est que faire? Et bien sûr, cette question a deux volets. Je pense qu'on a déjà abordé une partie de ce qu'il faut faire dans la périphérie, mais j'aimerais peut-être déplacer le regard vers le cœur impérial. Et là, la question qui se pose, c'est que devraient faire les gens de bonne volonté à l'intérieur même du cœur impérial? Je pense qu'il y a des évolutions intéressantes à ce sujet, surtout si l'on considère la guerre contre l'Iran, qui se distingue par le fait qu'elle a été une guerre impériale impopulaire dès le départ. Je veux dire, on a déjà connu des guerres impopulaires, la guerre du Vietnam par exemple, mais ça s'est produit bien plus tard. Ça a pris beaucoup trop de temps. Même pour l'Irak, les plus grandes manifestations, ce qu'on appelait le consensus, n'ont vraiment pris de l'ampleur que quand les États-Unis ont commencé à perdre la guerre à cause de la résistance contre l'occupation. En Afghanistan, on n'a pratiquement vu aucune protestation parce qu'on partait du principe que ce que faisaient les États-Unis là-bas était juste, avec toute la propagande autour du 11 septembre et tout le reste. Mais là, c'est un moment différent. L'opinion publique a basculé de façon massive après l'opération Déluge d'Al-Aqsa et le génocide en Palestine. Et c'est quelque chose de nouveau,
surtout quand on entend dire aujourd'hui qu'Israël est devenu une cause républicaine, alors qu'avant, c'était une cause bipartisane. Une partie de ce changement vient justement de l'évolution de l'opinion publique sur la politique américaine envers Israël. Tout ça pour dire que, vu ce qu'on observe à New York, à Washington et ailleurs, on voit apparaître des germes d'une politique progressiste, ou disons de gauche. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, comment vous les percevez. Mais dans l'ensemble, on voit émerger des formes de politique qui commencent à remettre en question l'Empire américain. Pas forcément de la manière dont vous et moi aimerions que ce soit fait. Pas forcément sur la Chine, ni sur tous les sujets qu'on voudrait voir abordés. Mais il y a clairement des voix qui s'élèvent sur la Palestine, sur l'Iran, même sur le Venezuela ou sur Cuba. Ma question pour vous, c'est comment vous analysez la situation politique actuelle aux États-Unis? Et surtout, quel espoir voyez-vous pour un changement radical au cœur même de l'Empire? Bon, je pense que bien sûr, on sait qu'il y a une fracture énorme dans la politique américaine. Même la base MAGA commence à s'éloigner de Trump. Et ça, encore une fois, désolé de me répéter, mais ça vient au fond des contradictions du capitalisme lui-même. Il ne tient pas ses promesses envers sa propre population. Sa capacité à extraire et à surexploiter la périphérie est en train d'être affaiblie, notamment parce qu'il mine lui-même la primauté du dollar comme monnaie de réserve et son contrôle sur les systèmes financiers. Et puis au bout du compte, le capitalisme américain repose sur la puissance militaire. C'est cette citation de Thomas, le chroniqueur du New York Times, tu sais, Thomas Friedman. Friedman, il dit que la main invisible du capitalisme ne fonctionne que grâce au point de fer de la puissance militaire. En gros, McDonald's a besoin de McDonnell Douglas, et ainsi de suite. En clair, l'affaiblissement de la puissance militaire américaine réduit aussi sa capacité à imposer sa volonté idéologique au reste du monde, surtout dans le sud global. Et on voit aussi le déclin, ou plutôt la dégradation rapide, l'appauvrissement des Américains au cœur même de la bête. Tu sais, 60% des Américains n'ont même pas $1000 de côté. Ils vivent au jour le jour. S'ils passent 2 semaines sans travail, ils se retrouvent à la rue. 40% des Américains, ou plutôt des familles américaines, n'ont même pas $500 de côté. Ça veut dire que s'ils prennent une amende de stationnement et qu'on leur enlève la voiture, c'est fini pour eux. La grande majorité des Américains vivent dans une précarité extrême, avec un tel manque d'espoir et de perspective que forcément, beaucoup cherchent des moyens d'échapper à tout ça. Alors, idéalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous me demandez ce qu'il y a à faire. Eh bien, ils devraient reprendre leur pays en main, essayer de le transformer en un pays vivable, décent, un pays qui ne mène pas sans cesse des guerres impériales contre d'autres nations, et qui ne cherche pas à appauvrir, détruire ou exploiter à la fois sa propre classe ouvrière et le reste de la planète. C'est ce qu'il faudrait faire dans les conditions les plus idéales. Mais en attendant, ce qu'il faut faire, c'est que les gens, dans le cœur de l'Empire, résistent à l'endoctrinement, qu'ils résistent à la colonisation totale de leurs esprits, et qu'ils résistent à cette envie de croire qu'ils peuvent retrouver leur statut, leur pouvoir, leur niveau de vie, en menant encore plus de guerres. C'est ça, le poison toxique, la drogue toxique, qui s'est répandue parmi les classes populaires et une grande partie de la société. Vous savez, une large part de la population pense que, d'une certaine manière, la Chine nous a volé notre richesse, et qu'il suffirait, vous voyez, de leur donner un bon coup de pied pour les remettre à leur place. Et puis on va retrouver, soi-disant, notre gloire passée.
Ce genre de discours absurde circule aussi, tu sais, parmi la population. C'est l'un des grands thèmes de propagande qui se répand partout. Et ça, il faut absolument y résister. D'abord et avant tout, je pense que la première chose que les gens au cœur de l'Empire doivent faire, c'est empêcher de nouvelles guerres. Empêcher le pays de partir, encore une fois, mener des guerres violentes, agressives, génocidaires contre le Sud global, en particulier contre la Palestine, contre l'Iran, contre la Chine et contre tous les autres pays d'Afrique, d'Asie et d'Océanie qui souffrent depuis si longtemps. Je pense que c'est ça le point essentiel. C'est là que les choses deviennent concrètes. Pour moi, c'est le devoir principal du Nord global, empêcher de nouvelles guerres, mais aussi éviter les guerres idéologiques. Ne pas se laisser piéger par les mensonges et les manipulations, et créer un peu d'espace pour que les socialismes souverains, les expériences anti-impérialistes souveraines puissent respirer, puissent faire leurs preuves. Et si on y parvient, alors on se rend compte que ce qu'on croyait vrai n'était qu'un mythe, un mensonge. J'ai parlé de la Corée du Nord. En ce moment, on voit de grands articles dans le Wall Street Journal, dans la presse dominante, qui disent « La Corée du Nord, c'est un miracle ». Comment est-ce possible? Eh bien, très simplement, la raison pour laquelle la Corée du Nord a connu tant de difficultés et de souffrances, surtout dans les années 90, c'est parce qu'elle était littéralement étranglée par les États-Unis. Oui, elle était étouffée par les États-Unis. Et pendant des décennies, les États-Unis ont répandu ce mensonge toxique selon lequel tout cela prouvait l'échec du communisme. Non, ce n'était pas un échec du communisme. C'était la conséquence directe des sanctions, du blocus et de l'asphyxie imposée par les États-Unis. Et à mesure que la situation mondiale évolue, que les conditions économiques changent et se transforment, on peut voir que le modèle de planification économique de la Corée du Nord est en réalité extrêmement performant, qu'il représente une alternative viable. Ce n'est pas un échec. C'est en réalité un exemple éclatant de ce qu'un État socialiste peut accomplir face à des défis extraordinaires, dans des conditions extrêmement difficiles. Et pourtant, il peut quand même s'épanouir, développer une forme de richesse, d'abondance et d'égalité pour son peuple, malgré toutes les tentatives pour l'étouffer. Je pense que ce sont des leçons importantes à retenir. Et pour moi, la chose la plus essentielle, surtout pour les gens du Nord global, c'est de ne pas se laisser piéger par les mensonges et la propagande, en particulier celles qui diabolisent les systèmes alternatifs, ceux qui essayent de construire un monde meilleur pour leur population, et peut-être même pour le monde entier. Et par là, d'éviter que tout cela ne mène à la guerre. Surtout, ne tombez pas dans les mensonges qui servent à justifier l'escalade vers la guerre, la diabolisation, les accusations de génocide, le Xinjiang et tout le reste, blablabla. Tout ça, mettez-le de côté et cherchez plutôt à comprendre clairement le monde, puis à agir ensemble avec des camarades qui partagent la même vision pour transformer le système. Et je pense que cette transformation doit venir d'en bas, qu'elle doit être fondamentale, et qu'elle ne viendra pas des chiens de garde compradors du Parti démocrate. C'est comme dans Charlie Brown, le ballon sera toujours retiré au dernier moment. Ça échouera à chaque fois. Chaque fois que les Américains vont voter contre la guerre, ils votent pour Trump parce qu'ils ne veulent pas de guerre. Ils ont voté pour Nixon parce qu'ils ne voulaient pas de guerre. Barack Obama, lui aussi, a été élu parce que les gens voulaient mettre fin aux guerres. Donc la population américaine sait qu'elle ne veut pas de guerre. Et elle doit éviter de se faire piéger par ce système bipartite qui, à chaque fois, leur fait le coup du leurre et de la substitution. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Le pouvoir doit venir de la base, se construire à partir du terrain pour créer une véritable transition contre la guerre, contre l'impérialisme et au bout du compte,
pour aller vers un système et une société qui servent le peuple et non pas les oligarques cruels, avides et psychopathes qui contrôlent aujourd'hui le système. Greedy and psychopathic oligarchs that currently control the system. Ma dernière question était censée être la dernière. Mais comme vous avez mentionné la Corée du Nord, je voulais juste poser un petit complément. Je me demandais si, selon vous, la réémergence de la Russie et la relation entre la Russie et la Corée du Nord, qui a été un facteur très important, voire la principale raison du ralentissement qu'a connu la Corée du Nord, y compris les famines des années 90, si tout cela joue un rôle majeur aujourd'hui. On se souvient du développement spectaculaire qu'on avait observé en Corée du Nord, dans la RPDC, jusqu'aux années 80. Tout ça s'est arrêté après les années 90. Il y avait plusieurs causes, mais l'une des principales, c'était l'effondrement de l'Union soviétique, qui a rompu les liens économiques. Aujourd'hui, on voit une sorte de retour de ces liens. À votre avis, quelle est l'importance de ce phénomène, non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan du développement et de l'économie? Et pour regrouper tout ça en une grande question, sans doute un peu injuste, quel est, selon vous, l'engagement réel de la Chine envers la Corée du Nord? Bien sûr, dans les médias occidentaux, la Chine est souvent tournée en dérision pour ses liens avec Pyongyang. Mais dans une vision plus à gauche, certains estiment que la Chine pourrait en faire davantage, qu'elle n'a pas assez résisté aux sanctions américaines. Elle maintient bien ses relations diplomatiques, mais sur le plan du transfert de technologie, du commerce et de nombreux autres liens économiques, on dit qu'elle aurait pu aller plus loin. Oui, j'étais curieux de vous interroger sur ces deux points. D'un côté, la reprise des relations entre la Russie et la Corée du Nord, et de l'autre, votre évaluation du rôle de la Chine. D'autant plus, pour le rappeler à notre public, que les révolutionnaires coréens ont joué un rôle héroïque pendant la guerre civile chinoise et dans la révolution chinoise. Et ça, c'est vraiment essentiel. Oui, ce sont des questions très importantes et aussi des questions profondément historiques. Je pense qu'il ne fait aucun doute sur le rôle de la Corée pendant la guerre antifasciste, en particulier dans la façon dont elle a uni ses forces avec la Chine pour vaincre les Japonais et les fascistes, et en somme aider la Chine à se libérer elle-même. C'est l'origine de ce que... Enfin, c'est pour ça que le président Mao disait que la Corée du Nord et la Chine étaient plus proches que les lèvres et les dents. Leurs destins ont littéralement été forgés dans le sang, ensemble. Ils se sont libérés mutuellement, du moins dans le cas de la Corée du Nord, au sens propre. La moitié nord a été libérée avec l'aide des Chinois, qui rendaient ainsi la faveur que les Coréens leur avaient faite plusieurs décennies plus tôt. C'est donc une longue, très longue histoire de soutien mutuel, d'entraide et de révolution partagée. La Russie a aussi joué un rôle important parce que si on regarde la société, la culture et l'éducation nord-coréenne, on voit une influence soviétique très marquée. On voit aussi qu'il y avait des liens politiques et économiques très forts avec la Corée du Nord, qui ont perduré, par exemple, pendant la période de la rupture sino-soviétique. Ce n'est qu'après l'effondrement de l'Union soviétique que la Corée du Nord a commencé à connaître de très grandes difficultés. C'est un pays très montagneux. Seulement environ 15% des terres sont cultivables. Et ces terres, pour nourrir la population, avaient besoin d'énormes quantités d'engrais pétrochimiques qu'elles recevaient de l'Union soviétique. Quand l'Union soviétique s'est effondrée, la Corée du Nord a perdu sa source d'approvisionnement fiable. Cela, ajouté à plusieurs catastrophes naturelles, puis à un blocus total et à des sanctions américaines totales, a pratiquement poussé le pays au bord de l'effondrement. C'était l'objectif. Et si on regarde les documents américains,
des documents de la CIA rendus publics quand les États-Unis ont commencé, par exemple, à négocier avec la Corée du Nord sur son programme nucléaire. On y trouve des notes très claires de la CIA disant que le pays ne tiendrait pas. Donc on leur a promis n'importe quoi, mais en réalité, on pensait qu'ils allaient s'effondrer et qu'on continuerait à les sanctionner jusqu'à ce que ça arrive. Mais la leçon, ou le message que nous donne la Corée du Nord, c'est qu'il est possible de résister à l'Empire, malgré tout. Malgré qu'on vous jette tout à la figure, il est encore possible de tenir debout, de rester sur ses pieds. Quand je dis « tout vous est jeté à la figure », je parle de ce qui a commencé en 1948, un génocide. Un génocide très semblable à ce qu'on a vu en Indonésie. En gros, l'extermination de tous les militants de gauche, un massacre de masse, des fosses communes partout. Encore aujourd'hui, si vous allez en Corée du Sud, la plus longue fosse commune du monde s'y trouve. On ne peut pas creuser sans tomber sur une fosse. Et souvent, ces fosses sont remplies de jouets d'enfants, de peignes de femmes. Alors on comprend que c'était un génocide total, complet. Ensuite, entre 1950 et 1953, il y a eu en gros des bombardements massifs jusqu'à ce que le pays soit littéralement réduit à un paysage lunaire. Plus rien, absolument rien. Je dis souvent que la Corée est environ 600 à 700 fois plus grande que Gaza. Mais si on imagine la destruction subie par Gaza et qu'on multiplie ça par environ 650, c'est à peu près ce que les États-Unis ont fait à la Corée pendant la guerre de Corée. Le pays a vraiment tout subi. Et ensuite, pendant des décennies, il y a eu des sanctions d'une nature presque génocidaire. Malgré tout, la Corée du Nord a résisté. Jusqu'en 1979, elle était même plus développée et plus riche que la Corée du Sud. Puis après la chute de l'Union soviétique, elle est entrée dans une période extrêmement difficile. Mais même pendant cette période, le pays a gardé ses idéaux fondamentaux, ses valeurs essentielles. Développer le pays, développer pour son peuple et développer ses capacités intellectuelles. Normalement, quand on subit 2 génocides et des sanctions massives, tout est détruit. Mais si on regarde le symbole nord-coréen, c'est le marteau et la faucille, plus un stylo. Autrement dit, ils comprennent l'importance et la valeur de l'intellectuel. Ils n'ont donc jamais abandonné leurs écoles, ni leur développement intellectuel. Et même dans ces conditions extraordinaires, ils ont réussi à développer leurs propres missiles, leurs propres capacités satellitaires et leurs propres armes nucléaires. Ça, ils ne l'ont jamais, jamais oublié. Même sous les bombardements, même en pleine famine, ils continuaient à étudier. C'est pour ça qu'il existe une célèbre chanson nord-coréenne interprétée par un groupe féminin qui s'appelle, je crois, Étudions. Vous devriez l'écouter, c'est vraiment impressionnant. Ce sont des musiciennes incroyables, mais cela montre aussi à quel point elles accordaient de l'importance à l'apprentissage, à l'étude, au développement intellectuel. Je pense que cela montre un exemple pour le monde entier. On peut tout affronter. Même un pays pauvre, démuni, peut résister à tout ce qu'on lui impose s'il en a la volonté. Et la Corée du Nord n'a pas seulement résisté pour elle-même, elle a aussi résisté pour le Sud global, partout en Afrique et en Asie de l'Ouest, y compris en Palestine. La Corée du Nord a été un soutien actif de tous ces mouvements anti-impérialistes. Alors la question devient, quelle est vraiment la nature de la relation avec la Chine? Et quelle est l'importance du soutien de la Russie? Tout cela a beaucoup évolué au fil du temps. La Chine et la Corée du Nord ont connu différentes phases, mais pendant toute cette période, la Chine n'a jamais renoncé à son traité de défense mutuelle avec la Corée du Nord. En fait, le seul pays avec lequel la Chine a un traité de défense mutuelle, c'est la Corée du Nord. Il est vrai que, vers 2017 et après,
la Russie et la Chine ont été, disons, forcées de suivre les sanctions des Nations Unies. Et il y avait des raisons très précises à cela. Les États-Unis menaçaient littéralement de sanctions secondaires, voire de guerre. Toutes les institutions financières étaient sous pression. Si elles commerçaient avec la Corée du Nord, elles risquaient d'être sanctionnées elles aussi. C'était donc vraiment une tentative d'affamer, d'étouffer la Chine. Mais tout ça aujourd'hui a complètement changé. Je pense que la situation est devenue beaucoup plus, disons, les sanctions ont été en pratique totalement dissoutes. Elles existent encore sur le papier, mais les instances censées en contrôler l'application ont été démantelées par la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc à mon avis, on va continuer à voir un développement considérable en Corée du Nord. Et ensuite, comme d'autres l'ont déjà souligné, on verra l'alliance dite CRINCS, la coalition Chine, Russie, Iran, Corée du Nord, qui forme désormais un noyau beaucoup plus solide et plus stable d'un axe de résistance à l'intérieur des BRICS, de l'Organisation de coopération de Shanghai et des autres systèmes multipolaires qui se mettent en place lentement et de manière assez improvisée. Vous savez, les BRICS, l'OCS et ces autres organisations multipolaires, celles liées à l'initiative des nouvelles routes de la soie, ont une cohésion un peu comme celle de l'eau. L'eau, c'est puissant, mais ça peut aussi se briser. Donc c'est à la fois fort, souple et malléable. Mais les CRINCS, c'est autre chose. Ce sont des pays qui savent qu'ils sont directement dans la ligne de mire. Comme je l'ai dit, c'est la formule 3+2 de la stratégie de sécurité nationale. Et ils ont aussi entre eux des alliances militaires solides. C'est le cœur de ce qu'on pourrait appeler la résistance dure, celle qu'on peut activer si la situation devient critique, comme on l'a vu par exemple très brièvement, avec l'alliance entre la Russie et la Corée du Nord sur le front ukrainien. On va s'arrêter là, Kaji. C'était vraiment un honneur et un plaisir de vous avoir avec nous, et j'apprécie beaucoup vos réponses. Merci infiniment pour votre temps. Merci. Tavin Naling. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous aimez notre travail et que vous souhaitez qu'on construise un véritable espace d'archives pour la gauche, j'ai 2 petites demandes. D'abord, pensez à faire un don pour soutenir cette initiative. Le lien est dans la description, juste en dessous. Et si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave du tout. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Don't forget to hit the subscribe button.